Il y a une ville sur Terre où il est illégal d'être enterré. Non pas à cause d'une loi étrange, mais parce que le sol est gelé solidement. Dans une autre, les résidents doivent laisser leur voiture déverrouillée, juste au cas où ils auraient besoin d'échapper à un ours polaire. Et dans une autre encore, des milliers de personnes vivent dans une ville large de seulement 100 pieds. Serrée entre une rivière et une falaise. Ce sont les foyers les plus extrêmes de la planète. Nous ne regardons pas seulement une architecture bizarre, nous regardons la survie humaine dans des lieux qui semblent complètement incroyables. Qu'est-ce qui pousse une personne à construire sa maison, non pas sur la sécurité de la terre plate, mais accrochée au flanc d'une falaise abrupte, à des milliers de pieds dans les airs? Vous voyez, pour certains, la vue vaut le risque. Pour d'autres, il s'agit de se rapprocher des cieux, ou peut-être est-ce simplement le seul endroit où construire. Nous commençons notre voyage dans les lieux où un faux pas n'est pas seulement une chute, c'est une descente finale. Notre premier arrêt est un endroit qui semble sorti d'un film fantastique. C'est le mont Fanjing, ou Fanjingshan en Chine. C'est un site bouddhiste sacré. Mais ce qui le rend vraiment époustouflant, c'est ce qui se trouve au sommet. Après avoir gravi près de 9000 marches de pierre, un voyage qui prend des heures, vous atteignez le pic. Mais ce n'est pas un pic normal. C'est une aiguille de roche fine comme une lame de rasoir qui se divise en deux au sommet, s'élevant à plus de 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ce pilier naturel est appelé le pic d'or des nuages rouges. Et en équilibre au sommet de ces deux aiguilles séparées, deux temples bouddhistes vieux de 500 ans. L'un est dédié au Bouddha du présent, Sakyamuni, et l'autre au Bouddha du futur, Maitreya. Ils sont reliés l'un à l'autre par un pont de pierre minuscule et étroit qui enjambe un abîme. Pour le dire légèrement, c'est de l'architecture extrême. Moines et pèlerins font cette ascension depuis des siècles. Les marches sont inégales et par temps humides, incroyablement glissants. L'effort fait partie de la dévotion. Mais imaginez la logistique. Chaque brique, chaque morceau de bois, chaque sac de riz, tout a dû être hissé à la main sur ces près de 9000 marches. La zone est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, non seulement pour les temples, mais pour son incroyable biodiversité. C'est une île de forêt ancienne, datant de la période tertiaire, dans une mer de développement moderne. Mais ce que personne ne vous dit, c'est à propos de la météo. Elle est souvent enveloppée dans une mer de nuages, faisant paraître les temples comme s'ils flottaient littéralement dans le ciel. C'est un foyer pour les moines en quête d'illumination, perchés sur une aiguille de roche, défiant la gravité elle-même. Mais si vous pensez que construire sur une aiguille est fou, attendez de voir une ville qui est l'aiguille. Ensuite, nous voyageons en Espagne, à Castellfollit de la Roca. Ce n'est pas un seul foyer, c'est un village entier, construit sur une corde raide. La ville est perchée sur une étroite lamelle de roches basaltiques, une falaise formée par deux coulées de lave anciennes séparées. Quelle est sa largeur? À son point le plus mince, la ville n'est large que de 2 maisons. C'est tout. La falaise elle-même mesure plus de 160 pieds de haut et s'étend sur plus d'un demi-mile. Les maisons sont construites juste au bord, leurs fenêtres arrière s'ouvrant sur une chute abrupte dans la gorge de la rivière en contrebas. Cet endroit est habité depuis plus de 1000 ans. Le fait est qu'il a été construit ici pour la protection. Au Moyen Âge, avoir les rivières Fluvia et Toronelle de chaque côté et une falaise abrupte tout autour vous rendez très en sécurité face à vos ennemis. Aujourd'hui, c'est le foyer d'environ 1 millier de personnes. Les rues sont minuscules et obscurcies par les bâtiments hauts et étroits. L'ancienne église de San Salvador est pressée contre le bord de la falaise, défiant le vide. Comment est-ce de vivre ici? Eh bien, on s'habitue aux vues. Mais beaucoup de gens raffolent de la nourriture locale.
Le sol volcanique est parfait pour cultiver des haricots et la ville est connue pour ses boulangeries et ses saucisses traditionnelles. Vous pouvez séjourner dans de petites pensions, mais la véritable attraction est simplement de marcher dans la rue principale, sachant que le sol solide n'a que quelques pieds de large sous vous. Vivre sur une falaise est une chose, mais qu'en est-il de grimper à main nue juste pour se rendre à l'église? Maintenant, nous nous dirigeons vers l'Éthiopie. Vers un endroit qui met à l'épreuve la foi et les limites physiques. C'est Abuna Yematagu. C'est sans aucun doute l'un des lieux de culte les plus inaccessibles sur Terre. Il n'est pas seulement sur une falaise. Il est dans une falaise, sculptée dans le flanc d'une aiguille de roche verticale à plus de 8400 pieds d'altitude, dans la chaîne de montagnes Geralta. Et l'ascension, pour le dire légèrement, elle est terrifiante. Il n'y a pas de boutique de cadeaux, pas de rail de sécurité et pas d'ascenseur. Pour y arriver, vous devez traverser un pont de pierre naturelle avec une chute abrupte des deux côtés. Ensuite, vous devez grimper une paroi rocheuse de 1500 pieds. Et voici la partie vraiment étonnante. Certaines parties de cette ascension doivent être faites pieds nus en utilisant de minuscules poignées et supports de pieds vieux de 1000 ans taillés dans la roche. À un moment donné, vous devez traverser une corniche étroite avec une chute de 1000 pieds de chaque côté. Pourquoi? L'église a été construite ici au 5e siècle. La légende dit que son fondateur, le père Yemata, a choisi l'endroit pour être plus proche de Dieu et plus loin du monde. À l'intérieur, la petite église est couverte de peintures parfaitement conservées. Le détail le plus incroyable est que ces fresques vieilles de 1500 ans sont si vibrantes. Elles sont en état presque parfait parce que l'air sec et le manque d'humidité à cette altitude extrême les ont protégées de la décomposition. Les prêtres montent les bébés sur cette falaise pour être baptisés. Ce que beaucoup négligent, c'est que les prêtres et la congrégation font cette ascension régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine. C'est un acte de foi extrême dans un lieu vraiment impossible. Une église dans une falaise est étonnante, mais qu'en est-il d'un monastère massif construit à partir de l'une d'elles? Prenons l'avion pour la Turquie jusqu'au monastère de Sümela. Cet endroit semble avoir été enfoncé dans le flanc d'une montagne. C'est un monastère orthodoxe grec massif, accroché à une paroi rocheuse abrupte à 1200 mètres, ce qui fait près de 4000 pieds dans les montagnes pontiques, surplombant la vallée d'Altinder. Il a été fondé il y a 1600 ans, en l'an 386. La légende raconte que deux prêtres d'Athènes, Barnabas et Sophronios, ont trouvé une icône miraculeuse de la Vierge Marie dans une grotte ici et ont décidé de construire un monastère autour d'elle. Ce qui a commencé comme une petite église troglodyte a grandi au fil des siècles pour devenir un complexe tentaculaire. Il a des bibliothèques, des cuisines, des cellules de moines, de multiples chapelles et un aqueduc, le tout suspendu au-dessus d'une vallée escarpée. Les intérieurs sont couverts de belles fresques, bien que beaucoup aient été endommagés au fil des ans. Pendant des siècles, ce fut un centre extrêmement important d'apprentissage et de religion, mais ce que personne ne vous dit, c'est son histoire récente. Il fut abandonné en 1923 lors d'un échange de population entre la Grèce et la Turquie. Il est resté vide pendant des décennies, un fantôme silencieux sur une falaise. Aujourd'hui, c'est un musée et une attraction touristique majeure. Récemment rouvert après un projet de restauration massif de 5 ans. Cela impliquait la stabilisation de la paroi rocheuse elle-même, un projet d'ingénierie massif pour prévenir les chutes de pierre.
Vous pouvez monter un sentier escarpé ou prendre un bus, mais en vous tenant sur ces balcons, vous pouvez sentir l'histoire chuchoter à travers la pierre. Mais sculpter dans une falaise est une chose. Qu'en est-il de construire au sommet d'un seul gigantesque rocher? Nous voyageons maintenant vers l'un des endroits les plus frappants et isolés, Aïd al-Jazil au Yémen. Ce n'est pas seulement un village, c'est une forteresse sur un rocher. Imaginez une vaste vallée désertique vide, appelée un oued. Et s'élevant du fond de la vallée se trouve un seul rocher colossal, haut de centaines de pieds. Et perché tout en haut de ce rocher se trouve un minuscule village. Ces foyers ont 500 ans, mais ils suivent une tradition beaucoup plus ancienne. Ce sont des gratte-ciel en briques de boue. Certains ont plusieurs étages, construits à partir de la terre sur laquelle ils se tiennent, avec des charpentes en bois. Ils semblent avoir poussé hors du rocher lui-même. Le village est presque complètement vertical. Les rues sont des passages étroits et des escaliers raides. Pourquoi construire ici? La même raison que Castelfoli, la protection. La vallée en contrebas, Wadi Dawan, inonde violemment et les ennemis étaient une menace constante. Du sommet de ce rocher, on pouvait voir à des kilomètres. Mais la vie ici est dure. Pour le dire légèrement, c'est extrême. L'eau doit être hissée depuis les puits dans la vallée loin en contrebas. Même apporter les provisions est une tâche physique majeure. La communauté dépend d'anciens systèmes de cordes et de poulies. Ce que personne ne vous dit, c'est comment ils sont construits. Ces tours en briques de boue nécessitent un entretien constant. Une forte pluie pourrait littéralement dissoudre des parties d'un foyer. C'est un témoignage de l'ingéniosité antique, un perchoir désertique d'une beauté incroyable et fragile. D'une forteresse sur un rocher, nous allons à une chaîne de montagnes qui semble avoir été sculptée avec une scie. Retour en Espagne, mais cette fois au monastère de Montserrat. Cet endroit est synonyme de drame. Le monastère est perché sur le flanc d'une chaîne de montagnes qui a l'air différentes. Les pics ne sont pas lisses. Ce sont des aiguilles bizarres et dentelées de roches conglomératiques roses qui ressemblent à des doigts géants ou, comme le suggère le nom, à une montagne sciée. Le monastère lui-même se trouve à plus de 4000 pieds. C'est un complexe massif. Et c'est un lieu de pèlerinage depuis près de 1000 ans. Pourquoi? Il abrite la célèbre statue de la Mare de Déu de Montserrat, la Vierge Noire. C'est une petite statue en bois et des pèlerins du monde entier viennent la toucher, croyant qu'elle a des pouvoirs de guérison. Mais la partie vraiment étonnante ici est la légende. Ce que beaucoup négligent est que cette montagne est l'un des emplacements supposés du Saint Graal. Les pics déchiquetés et les grottes cachées ont inspiré les mythes du château du Graal. Vous pouvez l'atteindre par une route sinueuse, un téléphérique ou un funiculaire. Mais le monastère est toujours actif. Environ 82 moines y vivent, suivant la règle de Saint-Benoît. Ils dirigent également l'une des plus anciennes chorales de garçons d'Europe, l'Escolania, que vous pouvez entendre se produire quotidiennement. Vous pouvez visiter la basilique, mais pour beaucoup, la véritable expérience est de faire de la randonnée sur les sentiers au-dessus du monastère, en se perdant parmi ces aiguilles impossibles et dentelées. Mais si vous pensez que ces aiguilles sont impressionnantes, attendez de voir les piliers de météores. Nous allons en Grèce. Dans
dans un endroit qui définit véritablement le terme « à couper le souffle ». C'est Météora. Le nom signifie « suspendu dans les airs » et c'est exactement ce que c'est. C'est un complexe de monastères construits au sommet d'énormes piliers de pierre naturelle. Ce ne sont pas de simples collines. Ce sont des colonnes de roches aux côtés abrupts, s'élevant à plus de 1300 pieds du fond de la vallée. Les géologues disent que ces piliers sont du grès et du conglomérat, formés par un ancien delta de rivière il y a des millions d'années, puis sculptés par le vent et l'eau. Et sur les minuscules sommets plats de ces piliers, des moines ont construit leur foyer au XIVe siècle. Ils ont construit 24 monastères au total. Comment? Ce que personne ne vous dit, c'est que pendant les quelques premières centaines d'années, il n'y avait pas d'escalier. La seule façon de monter ou de descendre était dans un grand panier ou filet de cordes. Les moines et les fournitures étaient tissés à la main. Une ascension terrifiante et lente. Ils disaient qu'ils ne remplaçaient les cordes que lorsque le Seigneur les laissait casser. Pourquoi un endroit aussi extrême? C'était une période de grande instabilité. Les moines fuyaient les envahisseurs. Ces piliers étaient le refuge parfait et inaccessible. Aujourd'hui, seuls 6 des monastères sont encore actifs. Ils sont maintenant accessibles par des escaliers taillés dans la roche, mais les paniers de cordes sont toujours là, utilisés pour le transport des fournitures. En séjournant dans la ville voisine de Kalabaka, vous pouvez lever les yeux au coucher du soleil et voir ces structures étonnantes briller, flottant au-dessus du monde. Construire sur un pilier est difficile. Mais qu'en est-il d'une falaise qui serait le foyer d'une tigresse volante? Notre prochaine étape se trouve dans le royaume du Bhoutan. Paro Taktsang. Mieux connu sous le nom de Nid du Tigre, c'est l'image de carte postale du Bhoutan, et pour une bonne raison. C'est un monastère qui semble être collé sur le flanc d'une falaise abrupte, à 3000 pieds au-dessus de la vallée de Paro. La légende est la partie la plus incroyable ici. Au 8e siècle, le maître Padmasambhava, qui apporta le bouddhisme au Bhoutan, aurait volé jusqu'à cet endroit même, sur le dos d'une tigresse magique et volante. Il aurait ensuite médité dans une grotte ici pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures. Le monastère avait été construit autour de cette grotte sacrée. S'y rendre est une randonnée sérieuse. C'est une montée raide de 2 heures, jusqu'à plus de 10 000 pieds d'altitude. L'approche finale est une série d'escaliers taillés dans la roche qui descendent d'un côté d'une gorge et remontent de l'autre, juste à côté d'une chute d'eau géante. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Ce que beaucoup négligent est que l'ensemble du complexe a été presque complètement détruit par un incendie en 1998. Ce que vous voyez aujourd'hui est une reconstruction minutieuse, qui fut un projet national massif pour le Bhoutan, achevé en 2005. Les moines vivent et méditent toujours ici. Les visiteurs sont autorisés à entrer, mais vous devez laisser vos appareils photos et téléphones à la porte. C'est un lieu de pure révérence montagnarde, perché dans un endroit qui semble défier toute logique, mais tous les lieux élevés ne sont pas destinés aux moines. Certains ne sont qu'une ville normale et verticale. Dirigeons-nous vers l'Amérique du Sud, à Iruya, Argentine. Ce n'est pas un monastère, c'est un village colonial vivant et animé qui semble dévaler le flanc d'une montagne. Il est situé dans les Hautes-Andes, à une altitude de plus de 9100 pieds. Ce qui vous frappe à propos d'Iruya, ce sont les rues. Il y a très peu de surface plane.
La plupart des rues ne sont que des escaliers pavés incroyablement raides et étroits. La ville est construite sur une pente impossible, avec les maisons peintes de couleurs vives et pastel, empilées les unes sur les autres. La minuscule église jaune se trouve sur le seul petit morceau de terrain plat disponible. La ville est profondément liée aux populations quechua locales et vous pouvez voir des festivals et des traditions locales qui n'ont pas changé depuis des siècles. Arriver ici est une aventure en soi. C'est un trajet en bus de 3 heures le long d'une route sinueuse, non pavée et à voie unique qui traverse des rivières et s'accroche aux côtés des canaux. Pour beaucoup de gens, le simple fait d'y arriver est un test. Mais une fois que vous arrivez, vous avez l'impression d'avoir fait un pas en arrière dans le... C'est calme, l'air est rare et les vues que sont stupéfiantes. Les habitants sont incroyablement résilients, vivant une vie dictée par le paysage vertical. Mais que se passerait-il si les gens sur les falaises disparaissaient? Nous nous envolons pour les États-Unis, à Mesa Verde, Colorado. Ici, nous trouvons certains des foyers les plus mystérieux et étonnants d'Amérique du Nord. Ce sont les habitations troglodytes des peuples puebloans ancestraux. Pendant plus de 700 ans, ils ont vécu ici, d'abord sur les sommets des mesas, puis, au XIIIe siècle, ils se sont déplacés dans les falaises. Ce ne sont pas de petites huttes. Ce sont des villes de pierre entière, parfaitement nichées dans d'énormes alcôves de canyons en surplomb. La plus célèbre, Cliff Palace, palais de la falaise, comptait 150 pièces et plus de 20 kivas. Ces pièces circulaires souterraines étaient le centre spirituel de la communauté, auxquelles on accédait par une échelle à travers un trou dans le trou. Ils ont construit des structures en pierre à plusieurs étages, parfaitement protégées des éléments par la lèvre rocheuse au-dessus. Ils étaient des maîtres bâtisseurs, adaptant leur foyer à la courbe naturelle de la roche. Et puis, la partie la plus étonnante est le mystère. Autour de l'an 1300, après avoir vécu ici pendant des générations, ils sont simplement... Les historiens pensent qu'une combinaison d'une sécheresse massive de plusieurs décennies, de l'épuisement des ressources et de conflits sociaux les a forcés à se déplacer vers le sud. Mais pendant une courte et brillante période, ils ont construit et prospéré dans ces villes de pierre dans le ciel, laissant derrière eux des mystères silencieux et magnifiques sous les lèvres du canyon. Une ville de falaises vide est étrange. Mais qu'en est-il d'une ville construite pour cacher 20 000 personnes? Notre dernier arrêt dans les lieux élevés se trouve en Géorgie, Vardzia. Ce n'est pas une ville sur une falaise. C'est une ville à l'intérieur d'une falaise. Au XIIe siècle, la grande reine Tamar, l'une des plus grandes dirigeantes de Géorgie, avait besoin d'un endroit pour cacher son peuple aux armées envahissantes, en particulier les Mongols. Sa solution? Creuser. Vardzia est une ville-grotte tentaculaire. À son apogée, elle abritait plus de 20 000 personnes. Certains disent 50 000. Elle avait 13 niveaux. Creusés profondément dans le flanc de la montagne des Rouchetti. Ce n'étaient pas seulement quelques grottes.
C'était une métropole. Elle avait une salle du trône, un système d'irrigation complexe, des appartements, des caves à vin, une pharmacie et une église massive dont le clocher était visible. Ce que beaucoup négligent était qu'elle était destinée à être invisible. La ville originale était complètement cachée, avec seulement quelques tunnels secrets menant à l'intérieur. Mais ce que personne ne vous dit, c'est ce qui s'est passé ensuite. Un tremblement de terre massif en l'an 1283 a arraché la face de la montagne, exposant le cœur caché de la ville au monde. C'était comme une colonie de fourmis soudainement révélée. Quelques moines vivent toujours ici, entretenant l'église. Dans ce camouflage de pierres massifs et révélé par le tremblement de terre. Des foyers dans le ciel. Nous passons maintenant aux foyers enfouis profondément sous terre. Les humains sont des habitants de la surface. Où le sommes-nous? Lorsque le monde d'en haut devient trop dur, trop chaud ou trop dangereux, nous faisons ce que toute créature sensée fait. Nous creusons. Nous explorons maintenant les foyers souterrains les plus incroyables du monde et les villes les plus incroyablement serrées. Des endroits où le foyer est un abri souterrain, une grotte ou une lamelle de terre large de 100 pieds. Premièrement, nous allons à la capitale mondiale de l'opale. Coober Pedy, Australie. Vu du ciel, cela ressemble à un paysage lunaire rouge et stérile. C'est au milieu de l'Outback et la chaleur est, pour le dire légèrement, intense. Les températures estivales atteignent régulièrement 122 degrés Fahrenheit à l'ombre. C'est un paysage rude. Alors, où sont les maisons? Elles sont sous terre. Les environ 1700 résidents de Coober Pedy vivent dans des abris souterrains. Ce sont des foyers forés directement dans les flancs des collines. Mais ce ne sont pas des grottes humides et sombres. Ce sont des foyers tentaculaires et confortables, avec des chambres, des cuisines et même des placards de plein pied. Le fait est que la roche, grès et siltstone maintient une température parfaite et constante d'environ 74 degrés toute l'année. Pas besoin de climatisation. Et ce ne sont pas seulement des foyers. La ville a des églises souterraines, des hôtels souterrains et des boutiques souterraines. Il y a même un bar souterrain. Ce que beaucoup négligent et que tout cela a commencé à cause de l'extraction de l'opale. Les mineurs qui creusaient pour la pierre précieuse ont réalisé qu'il faisait plus frais de vivre dans leurs mines. De nombreux résidents continuent de chercher des opales pendant leur temps libre, trouvant parfois des pierres précieuses juste en agrandissant une pièce. Vous pouvez séjourner dans un hôtel souterrain et même jouer au golf sur le parcours sans herbe, où les joueurs portent un petit morceau de gazon pour leur tir. Vivre sous terre est intelligent. Mais qu'en est-il de vivre dans une ville qui est mince comme du papier? Retournons en Chine, dans la ville de Yanjin. Cet endroit détient un record bizarre. Elle est largement considérée comme la ville la plus mince de la planète. Elle n'est pas souterraine, elle est juste incroyablement serrée. La ville est construite dans une vallée étroite, pressée entre les montagnes raides et vertes de la province du Yunnan et la rivière Nangxi qui tourbillonne. Quelle est sa minceur? À de nombreux endroits, la ville n'est large que d'environ 300 pieds. À son point le plus étroit, elle fait à peine 100 pieds de large. 400 000 personnes vivent dans ce mince ruban urbain. Les bâtiments sont construits sur pilotis, juste au-dessus de la rivière, pour les protéger des inondations. Ce sont des diaojiaolu, une conception traditionnelle, mais ici, elles sont poussées à l'extrême, parfois construites à 5 ou 6 étages de haut sur de minces piliers de béton.
Pourquoi quelqu'un construirait-il une ville ici? La rivière a été une route commerciale essentielle pendant des siècles et c'était l'un des rares endroits où construire. Comment est-ce de vivre ici? On n'a pas beaucoup de lumière directe du soleil, les rues sont étroites et la rivière est une présence constante. La partie vraiment étonnante est qu'il n'y a fondamentalement qu'une seule route principale de chaque côté de la rivière. Un embouteillage ici serait un cauchemar total. C'est un exemple époustouflant de vie urbaine forcée dans une impossible lamelle de terre. Mais si vivre dans une vallée étroite est exigu, imaginez vivre sous un rocher géant. Nous retournons en Espagne, à Setenil de las Bodegas. C'est l'un des plus célèbres, Pueblo Blanco, village blanc, d'Andalousie, mais avec une grande particularité. Beaucoup de foyers ne sont pas juste près d'une falaise. La falaise est leur toit. La ville est construite le long d'une gorge de rivière étroite. Au fil des siècles, la rivière a creusé d'énormes surplombs dans le grès tendre. Les habitants de Setenil ne se sont pas battus contre cela. Ils l'ont utilisé. Ils ont construit leurs maisons dans et sous ces massives corniches rocheuses. La roche elle-même forme le toit et le mur arrière de nombreux foyers. Marcher dans les rues est une expérience incroyable. Dans certaines, le rocher massif et bombé surplombe si loin qu'il bloque complètement le ciel, créant un tunnel naturel et ombragé. C'est une caractéristique frappante qui a des avantages pratiques. Tout comme à Coober Pedy, la roche maintient les foyers frais pendant l'été espagnol brûlant et chaud en hiver. Ce que personne ne vous dit, c'est le nom. La partie de Las Bodegas signifie déchets. Les espaces frais et sombres sous la roche étaient parfaits pour stocker le vin et d'autres marchandises. La ville est célèbre pour ses bars à tapas, dont beaucoup sont nichés dans ces espaces de grottes. C'est une parfaite étreinte entre la nature et la construction humaine. Mais ces foyers rocheux sont visibles. Qu'en est-il des foyers qui sont totalement invisibles? Nous voyageons vers l'Afrique du Nord, à Matmata, Tunisie. De loin, ce paysage désertique semble vide. Vous pourriez voir quelques palmiers, mais pas de bâtiments. C'est parce que les foyers sont cachés. Le peuple berbère local construit sous terre depuis des siècles pour échapper à la chaleur extrême du désert. Mais ce ne sont pas les abris souterrains de Coober Pedy. Ce sont des foyers troglodytes. Une famille creusera un immense puits circulaire dans le sol, souvent de 30 pieds de profondeur et de 30 pieds de large. Cette fosse centrale devient leur cour, ouverte sur le ciel. Ensuite, ils creusent latéralement à partir du fond de cette fosse pour créer des pièces, des chambres, une cuisine, une étable. Depuis la surface, la seule chose que vous pourriez voir est un trou dans le sol. Le détail le plus surprenant est que ce style de construction est ancien, mais il est devenu mondialement célèbre pour une raison très spécifique. C'est là que George Lucas a filmé des parties de Star Wars. Le foyer souterrain de Luke Skywalker, c'était un vrai foyer berbère à Matmata. Vous pouvez même séjourner à l'hôtel Sidi Driss, qui a été utilisé comme plateau de tournage. Vous pouvez prendre un verre à l'endroit exact où Luke se plaignait des convertisseurs de puissance. Une cour cachée est astucieuse. Mais qu'en est-il d'une ville cachée à 18 niveaux de profondeur pour 20 000 personnes? Notre dernier arrêt dans le monde souterrain est de retour en Turquie, dans la région de Cappadoce. C'est Derinkuyu. Vue de la surface, elle ressemble à n'importe quelle autre petite ville poussiéreuse. Mais sous ces rues se cache un secret qui est, pour le dire légèrement, stupéfiant. Derinkuyu est une ancienne métropole souterraine à plusieurs niveaux. Elle est massive. Elle descend de 18 étages, ce qui représente 279
dans la roche volcanique. Elle était assez grande pour abriter 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leur nourriture. Et ce ne sont pas seulement quelques grottes, c'est une ville complexe et ventilée. Elle avait tout, des quartiers d'habitation, des écuries, des églises, des pressoirs à vin et des écoles. L'ingénierie est brillante. Elle a des milliers de puits de ventilation, certains de plus de 180 pieds de long, qui amènent de l'air frais jusqu'au fond. Certains de ces puits étaient déguisés en simples puits à la surface. Mais la partie la plus incroyable est la sécurité. Derinkuyu a été construite pour la défense. Les passages étroits pouvaient être scellés de l'intérieur par de massives portes circulaires en pierre, comme des meules géantes, qu'il était impossible d'ouvrir de l'extérieur. Qui l'a construite? Les Phrygiens, il y a des milliers d'années. Et elle fut plus tard agrandie par des chrétiens se cachant de la persécution. C'est une fourmilière d'ingéniosité humaine. Nous avons vu des foyers dans les airs et dans la terre. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'eau. L'eau est la vie, mais c'est aussi l'une des forces les plus puissantes et destructrices sur Terre. Pour ces prochaines communautés, l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est leur cours à vent, leur autoroute et leur plus grande menace. Ce sont les foyers construits sur pilotis, sur des roseaux flottants et sur des îles qui disparaissent 2 fois par jour. Nous commençons en Angleterre, sur l'île sainte de Lindisfarne. C'est un village magnifique et historique et le site de l'un des monastères les plus importants de l'histoire anglaise. Mais il y a un très gros inconvénient. C'est une île soumise aux marées. Lindisfarne est reliée au continent par une longue chaussée pavée. Mais 2 fois par jour, tous les jours, la mer du Nord arrive et submerge complètement la route. Si vous vous trompez dans votre timing, vous êtes bloqué. Des voitures sont emportées chaque année par des touristes qui ignorent les panneaux d'avertissement. Les environ 160 résidents vivent leur vie selon le tableau des marées. Ils doivent planifier chaque voyage vers le continent, chaque course de course, chaque rendez-vous chez le médecin, autour de la mer. L'île elle-même est magnifique, avec un château et les ruines du prieuré. Ce que personne ne vous dit, c'est l'histoire. Le célèbre et brutal Red Viking sur ce prieuré en 793 est souvent considéré comme le début officiel de l'âge viking en Angleterre. Il a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe chrétienne. C'est un havre d'histoire, mais qui exige le respect du rythme de l'océan. Mais s'il n'y avait pas de route du tout, pas même une qui apparaît 2 fois par jour? Allons au cœur de l'Amazonie. C'est Iquitos, Pérou. Elle détient un titre hallucinant. C'est la plus grande ville du monde qui ne peut être atteinte par la route. C'est une ville d'1 demi-million de personnes, une métropole moderne et animée, et c'est une île complète. Pas une île dans la mer, mais une île dans la jungle. Vos seuls moyens d'entrer ou de sortir sont un voyage en bateau de plusieurs jours sur le fleuve Amazone ou un vol, c'est tout. Il n'y a pas de route reliant Iquitos à aucune autre ville, sur une distance de plus de 250 miles. Tout ce qui arrive dans la ville, voitures, matériaux de construction, nourriture, carburant, doit être expédié par bateau ou par avion. La ville elle-même est un mélange sauvage. Elle possède de grands manoirs construits pendant le boom du caoutchouc de la fin des années 1800. Cette époque a apporté une richesse incroyable et vous pouvez toujours voir la Casa de Fierro, maison de fer, une maison en fer conçue par Gustave Eiffel qui a été expédiée en pièces détachées sur l'Amazone.
Mais les foyers les plus extrêmes se trouvent dans le quartier de Belin. C'est un village flottant. Les maisons sont soit construites sur de massifs pilotis pour rester au-dessus des inondations saisonnières, soit construites sur des radeaux de bois de balsa qui montent et descendent avec la rivière. Pendant la saison des hautes eaux, les rues sont des canaux et tout le monde se déplace en canoë. Les maisons sur pilotis sont une chose, mais qu'en est-il des maisons sur des îles? Que vous devez construire vous-même. Nous restons au Pérou, mais nous montons haut dans les Andes jusqu'au lac Titicaca. C'est le lac navigable le plus haut du monde, et sur ses eaux vivent les Huros. Les Huros vivent sur les îles flottantes. Ce ne sont pas des îles naturelles, elles sont faites par l'homme. Le peuple Huros tisse ses propres îles à partir des roseaux totora qui poussent dans le lac. C'est un processus ancien et incroyable. Ils créent une base de racines de roseaux flottantes et denses, puis superposent des paquets de roseaux frais par-dessus. Les îles sont épaisses, rebondissantes et légèrement humides pour marcher dessus. Les maisons sont faites de roseaux, les bateaux sont faits de roseaux, ils mangent même les roseaux. Mais ce que personne ne vous dit, c'est l'entretien. Les roseaux du fond sont constamment en train de pourrir. Les Huros doivent ajouter de nouvelles couches de roseaux frais sur le dessus toutes les quelques semaines pour empêcher leurs îles de couler. C'est un travail sans fin. Ce que beaucoup négligent est leur histoire. Le peuple Huros a construit ces îles pour échapper aux conflits avec d'autres groupes sur le continent, comme les Incas. Ils pouvaient littéralement déplacer leur foyer s'ils étaient menacés. Reconstruire une île de roseaux est difficile. Mais qu'en est-il d'un lac qui essaie d'engloutir votre maison entière? Nous nous envolons pour le Cambodge jusqu'au lac Tonlé Sap. C'est l'un des écosystèmes les plus uniques de la planète. Pendant la majeure partie de l'année, c'est un grand lac assez peu profond. Mais pendant la saison de la mousson, le fleuve Mekong devient si puissant qu'il inverse le flux de la rivière Tonlé Sap, forçant l'eau à retourner dans le lac. La partie vraiment étonnante est le changement. Le lac gonfle de 1000 miles carrés à plus de 6000 miles carrés. Sa profondeur explose de 6 pieds à plus de 30 pieds. Alors, comment vivez-vous ici? Les communautés sur le lac ont deux solutions. Ce lac est l'une des zones de pêche en eau douce les plus productives au monde et tout l'écosystème est construit autour de cette massive impulsion d'eau. Certains vivent dans des villages flottants, similaires à Iquitos, avec des foyers, des écoles et même des fermes de porcs construits sur des radeaux. Mais beaucoup vivent encore dans des villages sur pilotis. Ce sont certaines des maisons d'apparence la plus dramatique sur Terre. Les maisons sont construites au sommet de pilotis qui mesurent 10 mètres. Plus de 30 pieds de haut. Pendant la saison sèche, les maisons dominent une plaine poussiéreuse et les gens utilisent des échelles pour entrer. Pendant la saison des pluies, l'eau monte juste jusqu'à leur véranda et les pilotis sont presque complètement submergés. Les pilotis sont une solution astucieuse, mais si vous pouviez simplement vous cacher complètement de l'eau. Revenons en Grèce, au Gibraltar de l'Est. Monemvasia. C'est une ville byzantine entière, parfaitement préservée. Construite à l'arrière d'un rocher géant au large de la côte. Et voici le fait. Depuis le continent, vous ne pouvez pas la voir. La ville est taillée dans un plateau du côté mer du rocher.
Elle a été conçue pour être complètement invisible pour quiconque se trouvant sur le continent, une cachette fortifiée parfaite contre les envahisseurs. Elle est reliée à la terre par une seule et étroite chaussée. Vous entrez par une porte fortifiée et vous entrez dans une machine à remonter le temps. Il n'y a pas de voiture. Les rues sont des ruelles pavées étroites et des escaliers qui serpentent le long de la face rocheuse. La ville est divisée en une ville basse, avec ses boutiques et ses foyers, et une ville haute, maintenant des ruines, avec une forteresse massive. C'était un port maritime majeur, passant entre les mains byzantines, vénitiennes et ottomanes. Elle était si bien défendue qu'elle fut la dernière ville byzantine à tomber. Des gens y vivent toujours, gérant des maisons d'hôtes et des restaurants dans les bâtiments byzantins restaurés. C'est un monde côtier secret, caché à la vue de tous. Une forteresse maritime cachée est une chose. Mais qu'en est-il d'une petite oasis parfaite dans le désert le plus sec sur Terre? Retour au Pérou, dans un endroit qui ne devrait pas exister. C'est Huacachina. C'est un mirage bien réel. Imaginez le désert le plus sec du monde, l'Atacama. Maintenant, imaginez des dunes de sable interminables et imposantes, certaines d'entre elles hautes de centaines de pieds. Et niché en plein milieu d'elles se trouve un petit village, avec des palmiers, des hôtels et un lagon vert chatoyant. C'est Huacachina. C'est une oasis naturelle, et pendant des décennies, ce fut un lieu d'évasion pour l'élite péruvienne. Aujourd'hui, c'est une mecque pour les routards et le sandboarding, surf sur sable. Mais ce que personne ne vous dit, c'est sa précarité. Le lagon, qui est alimenté par une source souterraine, est en train de s'assécher. La légende locale raconte que le lagon a été créé lorsqu'une belle princesse a été effrayée par un chasseur. Son miroir tombé est devenu le lagon, tandis que ses robes sont devenues les dunes. Pour sauver leur foyer étonnant et leur économie touristique, les résidents ont dû commencer à pomper de l'eau dans le lagon. Le village d'un peu plus de 100 personnes est dans une bataille constante contre le désert qui avance, essayant de maintenir leur mirage parfait et magnifique en vie. Une oasis est fragile. Mais qu'en est-il d'un village où seules 12 familles vivent? À côté d'une cascade qui tombe dans l'océan. Nous voyageons loin au nord, vers les îles Féroé, jusqu'au village de Gassadalur. Pendant des siècles, ce fut l'un des villages les plus isolés d'Europe. Il est perché au bord d'une falaise imposante sur l'île de Vaga. D'un côté se trouvent des montagnes escarpées, de l'autre, une chute abrupte dans l'océan Atlantique. Le village est célèbre pour la magnifique chute d'eau Moula Fossur, qui plonge du bord de la falaise directement dans la mer. Moins de 20 personnes vivent ici. Et jusqu'à récemment, la vie était incroyablement dure. Ce que personne ne vous dit, c'est que jusqu'en 2004, il n'y avait pas de route. La seule façon d'entrer ou de sortir était une randonnée ardue de plusieurs heures au-dessus de la montagne de 400 mètres ou un débarquement en bateau périlleux et une escalade de la falaise. Même le facteur devait faire cette randonnée plusieurs fois par semaine. Avant le tunnel, même sortir un cercueil pour l'enterrement était une épreuve massive de plusieurs jours pour les villageois. En 2004, ils ont finalement fait sauter un tunnel à travers la montagne, reliant Gassadalur au reste de l'île. L'ouverture du tunnel fut un événement majeur. La population, qui avait diminué à seulement une poignée, est maintenant stable. C'est un lieu de poésie côtière et isolé, enfin relié au monde. Du froid de l'Atlantique, nous nous dirigeons maintenant vers le feu et la glace des climats les plus extrêmes de la planète. Certaines personnes cherchent le confort.
d'autres sont nés dans des extrêmes. Nous allons maintenant dans les endroits où le sol lui-même est une menace et où l'air est assez froid pour vous geler solidement. Ce sont les foyers construits sur le chemin de la lave, sur des cratères toxiques et dans la terre de l'ours polaire. Nous commençons à Grindavik, Islande. Cette ville de pêche d'environ 3400 personnes était, jusqu'à récemment, une communauté islandaise normale. Mais sa localisation est sa perte. Elle est restée construite sur la péninsule de Reykjanes, une zone de rift volcanique très active. Fin 2023 et début 2024, le sol a commencé à trembler. La ville avait été frappée par des dizaines de milliers de tremblements de terre en seulement quelques semaines. Le sol s'est fendu. Le magma se déplaçait directement sous les rues. La ville entière a dû être évacuée. Puis, les éruptions ont commencé. Des fissures se sont ouvertes juste à l'extérieur de la ville. Et en janvier 2024, une nouvelle fissure s'est ouverte à l'intérieur des limites de la ville, envoyant de la lave couler dans les rues et incendiant des foyers. Des murs défensifs ont été érigés à la hâte et ils ont réussi à détourner certaines coulées de lave. Mais l'avenir de la ville reste complètement incertain. Les résidents sont maintenant dans les limbes, leurs foyers détruits ou menacés par un pari géologique. C'est un exemple terrifiant et en temps réel de ce que signifie vivre sur une île qui est encore en train de naître. Mais qu'en est-il d'un endroit si froid où le sol est un problème pour une raison complètement différente? Nous voyageons vers le haut Arctique, à Longyearbyen, Svalbard, Norvège. C'est l'une des villes les plus septentrionales du monde. C'est un endroit de froid extrême et de mois d'obscurité totale, suivi de mois de pleine lumière du jour. Mais ce que personne ne vous dit, c'est la règle la plus célèbre. Il est illégal enterré ici. Ce n'est pas une croyance culturelle étrange, c'est un problème pratique. Le sol est du pergélisol, ce qui signifie qu'il est gelé en permanence. Les corps enterrés dans le cimetière local dans les années 1950 ne se sont jamais décomposés. Lorsque les scientifiques les ont exhumés, ils ont trouvé des virus intacts. Donc, si vous êtes gravement malade, vous êtes transporté par avion vers le continent. La vie ici est dominée par le froid et les ours polaires. Il y a plus d'ours polaires que de personnes sur les îles. Il est obligatoire de porter un fusil si vous quittez la zone sûre de la ville. La zone sûre est essentiellement la petite zone de la rue principale. Les étudiants de l'université apprennent même à tirer. Même la randonnée vers le célèbre dépôt mondial de semences nécessite un guide armé. Mais cette ville gelée détient un secret, un plan de secours pour toute l'humanité. À une courte distance en voiture de Longyearbyen, construit dans la même montagne gelée, se trouve le dépôt mondial de semences. C'est l'un des foyers les plus importants de la planète. Ce n'est pas pour les gens, c'est pour les semences. C'est la sauvegarde de l'apocalypse de l'humanité. C'est une forteresse à l'épreuve des explosions. Construite pour résister aux tremblements de terre, à l'élévation du niveau de la mer, et même à une frappe nucléaire directe. À l'intérieur, derrière des portes massives, à sas, dans une chambre forte maintenue à 0 degré Fahrenheit, se trouvent plus d'1 million d'échantillons de semences de tous les pays sur Terre.
il détient la sauvegarde génétique de tout notre approvisionnement alimentaire. Le détail le plus surprenant est la façon dont cela fonctionne. Les organisations et les pays font des dépôts comme dans une banque. Ce n'est pas une banque de semences au sens normal, c'est un coffre-fort. Les déposants possèdent toujours les semences. Le pergélisol de la montagne agit comme un congélateur naturel, donc même si le courant tombe en panne, les semences resteront congelées et viables pendant des siècles. C'est la police d'assurance ultime, une arche gelée, sauvegardant l'avenir de la vie humaine. Du froid ultime, nous passons à la chaleur ultime, vivre sur le chemin d'un volcan tueur. Allons en Indonésie, au mont Merapi. C'est l'un des volcans les plus actifs et dangereux du monde. Il entre en éruption toutes les quelques années, envoyant des nuages mortels de gaz et de cendres surchauffées, appelées coulées pyroclastiques, dévalant ses pentes à plus de 60 miles par heure. Et pourtant, les gens vivent ici. Des milliers de personnes vivent dans des villages situés sur ces pentes fertiles. Pourquoi? La cendre volcanique rend le sol incroyablement riche. Mais c'est un échange mortel. En 2010, une éruption majeure a coûté plus de 350 vies. Mais la partie la plus étonnante est la résilience. Les villageois, dont beaucoup ont un lien profond et spirituel avec la montagne, refusent souvent de partir. Ils ont un gardien spirituel qui est chargé de lire les signes du volcan. Le plus célèbre, Mbah Marijan, est devenu un héros national. Il a refusé d'évacuer en 2010 et a péri dans l'éruption, croyant que c'était son devoir. Après une éruption, ils reviennent, reconstruisant leur foyer sur la même cendre fertile et létale. Vivre près d'un volcan est une chose. Qu'en est-il de travailler à l'intérieur d'un volcan toxique? Nous restons en Indonésie, mais voyageons vers le volcan Kawah Ijen. Ce n'est pas un foyer pour beaucoup, mais c'est un lieu de travail qui est, pour le dire légèrement, l'enfer sur Terre. Le cratère d'Ijen présente deux caractéristiques incroyables. Premièrement, il possède le plus grand lac de cratère hautement acide du monde. C'est un chaudron d'acide de batterie turquoise d'1 kilomètre de large. Deuxièmement, il a une flamme bleue. La nuit, les gaz sulfuriques s'échappant des fissures s'enflamment, brûlant d'une lumière bleue électrique. C'est beau et mortel. Et dans ce cratère toxique, des mineurs travaillent. Ils descendent dans le cratère, respirant à travers de minces chiffons humides. Ils cassent des morceaux de soufre pur et jaune qui se condensent à partir des évents volcaniques. Ensuite, ils le chargent dans des paniers, portant des charges de 90 kg, ce qui représente 200 livres, pour remonter le bord escarpé du cratère. Ils le font 2 fois par jour, gagnant seulement quelques dollars par voyage. Le gaz sulfurique est incroyablement dommageable pour leurs poumons et leur espérance de vie est tragiquement courte. C'est un commerce brutal pour une substance utilisée dans les cosmétiques et le sucre. Un volcan toxique est infernal. Mais qu'en est-il d'un village dans l'endroit le plus chaud sur Terre? Nous allons en Éthiopie, dans la dépression de Danakil. C'est le village d'Ahmed Ella. Il est assis sur une plaine salée brûlante, à plus de 300 pieds sous le niveau de la mer. C'est officiellement l'un des endroits habités les plus chauds de la planète. Les températures en été montent régulièrement, au-delà de 122 degrés Fahrenheit, mais la chaleur n'est qu'une partie de l'histoire. Le paysage est un cauchemar au néon. Il est rempli de sources chaudes, bouillonnantes et acides, de champs de soufre et de vastes étendues de sel.
Le peuple Afar qui vit ici n'a qu'un seul commerce, le sel. Pendant des siècles, ils ont voyagé sur les étendues de sel, coupant de grands blocs de sel de la croûte. Ce commerce du sel est vieux de milliers d'années. Ils chargent ensuite ces blocs d'or blanc sur des caravanes de chameaux pour un trek de plusieurs jours vers les hautes terres. Les caravanes peuvent inclure des centaines de chameaux et prendre des semaines pour atteindre les marchés. C'est une existence brutale et brûlante. Vivant dans des huttes en bâton dans un endroit qui ressemble plus à la surface d'une autre planète. De la chaleur brûlante, nous retournons à la glace, une ville naviguant parmi des icebergs de la taille de gratte-ciel. Nous nous dirigeons vers le Groenland, jusqu'à la ville d'Ilulissat. Cette ville d'environ 4600 personnes est perchée à l'embouchure du fjord de glace d'Ilulissat, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et sa cour avant est un défilé incessant de géants glaciaires. Le glacier local est l'un des plus rapides au monde. Et il vèle, ou se brise, plus de 35 milliards de tonnes d'iceberg chaque année. Ce ne sont pas de petits morceaux de glace. Ce sont des montagnes de la taille de gratte-ciel, certaines s'élevant à des centaines de pieds hors de l'eau. Les gens d'Ilulissat vivent avec ce balai arctique tous les jours. Les icebergs dérivent dans la baie, se coinçant sur le fond peu profond, avant de finalement se libérer et de flotter vers la mer. Ce que personne ne vous dit, c'est le danger. Lorsqu'un iceberg massif vèle ou se renverse, il peut créer un mini-tsunami, inondant les bateaux et la côte. Ce que beaucoup négligent, c'est l'histoire. Il est largement admis que l'iceberg qui a coulé le Titanic en 1912 provenait de ce même glacier. Mais qu'en est-il d'un endroit qui est gelé, haut et isolé? Voyageons dans la vallée de Spiti en Inde. C'est un désert froid et de haute altitude, niché dans l'Himalaya à une hauteur moyenne de plus de 13 000 pieds. C'est un désert gelé et pendant la moitié de l'année, il est complètement coupé du reste du monde. D'octobre à mars, de fortes neiges ferment les cols de montagne. Et les quelques milliers de résidents de la vallée sont livrés à eux-mêmes. Les températures chutent à moins 22 degrés Fahrenheit. La vie devient une question de survie en s'appuyant sur les aliments stockés et en se blottissant pour se réchauffer. Le paysage est austère et magnifique avec d'anciens monastères bouddhistes. Le plus célèbre est le monastère de Ki. Un complexe de style Pasada, ce qui signifie que les pièces sont construites les unes sur les autres, le faisant ressembler à une forteresse. Il possède une collection inestimable de fresques et de textes anciens. S'y rendre, même en été, implique une longue et terrifiante conduite sur certaines des routes non pavées les plus dangereuses du monde. C'est un isolement montagneux, une véritable terre du milieu entre l'Inde et le Tibet. Mais si la neige elle-même était la plus grande menace? Nous allons au Japon, au village de Shirakawa-go. Ce n'est pas un désert gelé, c'est l'un des endroits les plus enneigés sur Terre. Cette région montagneuse reçoit certaines des chutes de neige les plus abondantes de la planète, avec des accumulations de plus de 30 pieds étant courantes. Alors, comment les maisons survivent-elles? Elles ont été conçues pour cela. Le village est célèbre pour ses fermes Gashozukuri, dont certaines ont plus de 250 ans. Le nom signifie « construites comme des mains en prière ». Elles ont des toits de chaume massifs et incroyablement raides.
Cette conception est un pur génie. La pente raide permet à la neige lourde et humide de glisser directement, empêchant le toit de s'effondrer sous le poids immense. Les greniers, maintenus au chaud par la chaleur montante de la maison, étaient utilisés pour élever des vers à soie. Ce que personne ne vous dit, c'est que le rechaulage d'un toit est un événement communautaire massif, appelé Yui, où tout le village se rassemble pour faire le travail en une seule journée. De la neige, nous revenons au feu, un village qui aime son volcan. Nous sommes dans le Pacifique Sud, sur l'île de Tanna, Vanuatu. Ici, il y a des villages au pied du mont Yasu, l'un des volcans les plus actifs et accessibles du monde. Et il entre en éruption constamment. Nous ne parlons pas d'une fois par an, nous parlons de plusieurs fois par heure. Pour les populations locales, les grondements et les jets de lave ne sont que un bruit de fond. Ils ont vécu en harmonie avec ce volcan pendant des siècles. Leur culture et leurs croyances sont tissées autour de lui, ce que beaucoup négligent. C'est que c'est une attraction touristique majeure. Vous pouvez monter jusqu'au bord du cratère et regarder les explosions ardentes à seulement quelques centaines de pieds de distance. C'est l'un des rares endroits sur Terre où vous pouvez vous approcher en toute sécurité, relativement parlant, d'un volcan actif. Bizarrement, l'île abrite également un culte du cargo. Certains villageois vénèrent un soldat américain mythique de la Seconde Guerre mondiale, nommé John Frum, croyant qu'il reviendra un jour avec des biens et de la technologie. Mais tous les foyers volcaniques ne sont pas si bruyants. Certains sont juste beaux. Notre dernier arrêt dans ce chapitre est Santorin, Grèce. C'est l'une des îles les plus célèbres et les plus belles du monde. Ces villages emblématiques, blanchis à la chaux et accrochés aux falaises, avec leurs églises aux dômes bleus. C'est à couper le souffle. Mais la partie vraiment époustouflante est ce sur quoi vous vous tenez. Santorin est un volcan. L'île entière, en forme de croissant, est le bord d'une caldeira active et massive. La magnifique baie dans laquelle naviguent les navires de croisière, c'est le cratère inondé. Il y a environ 3600 ans, le volcan est entré en éruption avec une telle force, l'éruption minoenne, qu'il a fait exploser l'île, créé un tsunami massif et a peut-être mis fin à toute la civilisation minoenne, comme Pompéi. Santorin a sa propre ville enfouie, Akrotiri. C'était un établissement minoen préservé dans la cendre, avec des bâtiments de 3 étages et des fresques incroyables, mais pas de corps, suggérant qu'ils ont évacué. Les villages que vous voyez aujourd'hui sont construits sur le bord de cette catastrophe. C'est une beauté volcanique, avec un risque caché et couvant juste sous la surface. Nous avons vu le feu et la glace. Maintenant, nous visitons les endroits les plus isolés et les plus bondés sur Terre. Qu'est-ce qui est le plus extrême? Être à des centaines de miles de votre voisin le plus proche ou être si bondé que vous ne pouvez pas voir le ciel? Dans ce chapitre, nous explorons les pôles opposés de l'établissement humain. Des avant-postes les plus solitaires sur Terre aux labyrinthes urbains les plus densément emballés jamais créés. Nous commençons dans le nord froid et isolé. Churchill, Manitoba, Canada. Cette petite ville d'environ 900 personnes est située sur la rive de la baie d'Hudson. Elle est connue sous un seul nom, la capitale mondiale de l'ours polaire. Chaque automne, des centaines d'ours polaires migrent vers la région, attendant que la baie gèle pour pouvoir chasser les fous. Le fait est qu'ils marchent en plein milieu de la ville. Cela signifie que la vie à Churchill est
différent. Les gens laissent leur voiture et leur foyer déverrouillés. Il ne s'agit pas d'être amical, c'est une règle de survie. Si vous marchez dans la rue et voyez un ours, vous devez pouvoir sauter dans la voiture ou la maison la plus proche. La partie vraiment étrange, la ville a une prison pour ours polaires. C'est un ancien hangar militaire où sont détenus les ours qui errent à plusieurs reprises dans la ville. Ils y sont gardés pendant quelques semaines, puis relâchés sur la glace une fois qu'elle est gelée. Les touristes viennent de partout, mais ne peuvent pas simplement se promener. Ils explorent dans des tundra buggies, qui sont des camions massifs et construits sur mesure, avec des pneus de plus de 5 pieds de haut, les gardant en toute sécurité au-dessus des ours. Churchill est isolé, mais notre prochain arrêt la fait ressembler à une ville animée. Nous allons au milieu du Pacifique Sud, à l'île de Pitcairn. C'est, pour le dire légèrement, l'une des îles habitées les plus isolées du monde. C'est un minuscule point volcanique et son voisin habité le plus proche est à plus de 300 miles de distance. La partie la plus étonnante est toute sa population. En 2025, la population est d'environ 5 ans. Pas 50 000. Juste 5 ans. Et ils sont presque tous les descendants de l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire navale, les mutins du HMS Bounty. En 1790, les mutins et leurs compagnons tahitiens ont débarqué ici, brûlé leurs navires et se sont cachés du monde. Leurs descendants y vivent encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'aéroport. La seule façon de s'y rendre est par un navire de ravitaillement qui ne s'y rend que quelques fois par an. Vous pouvez toujours faire de la plongée sous-marine jusqu'à l'épave du Bounty. Des fragments de celle-ci, comme ses canons, sont exposés dans le minuscule musée de l'île. C'est la définition d'un héritage isolé. De l'isolement total, nous passons à l'exact opposé, un labyrinthe humain vertical. Bienvenue à Roçanha, Brésil. C'est la plus grande favela, ou bidonville, de Rio de Janeiro. Ce n'est pas juste un quartier, c'est une ville verticale. On estime que 100 000 personnes, certains disent plus, sont entassées sur une seule colline incroyablement escarpée. Les foyers sont un labyrinthe chaotique de briques, de béton et de tôles ondulées, empilés les uns sur les autres. Les rues sont des ruelles étroites et sinueuses. Et des escaliers sans fin. La densité pure est époustouflante. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que Rocinha est une communauté complexe et fonctionnelle. Elle a ses propres boutiques, restaurants et même une chaîne de télévision. Pendant longtemps, elle n'était même pas sur les cartes. Maintenant, elle est officiellement reconnue comme un quartier, mais les services de base comme l'assainissement et l'électricité sont souvent informels et dangereusement improvisés. Pourtant, c'est un lieu d'une énergie et d'une résilience incroyables. C'est une favela qui, contrairement à beaucoup d'autres, est construite avec des matériaux permanents. Une ville dense et défiante au sein d'une ville, grimpant vers le ciel. Rocinha est un labyrinthe de nouvelles constructions. Mais qu'en est-il d'un labyrinthe de boue vieux de 500 ans? Nous retournons au Yémen, mais cette fois à Shibam. Cet endroit a un surnom étonnant, le Manhattan du désert. C'est une ville de gratte-ciel en briques de boue, vieille de 500 ans. Au milieu d'un vaste désert vide, cette ville fortifiée s'élève tout droit. Elle est composée d'environ 500 maisons-tours, certaines atteignant 16 étages, et elles sont toutes faites boue.
des briques de terre cuites. C'est de l'ingénierie ancienne de grande hauteur. Le nom a été donné par un explorateur allemand dans les années 1930. Les rues sont d'étroits canyons d'ombre entre les hauts bâtiments. Pourquoi construire si haut? Pour se protéger des inondations et bien sûr des assaillants. La ville est un chef-d'œuvre d'urbanisme conçu pour être rafraîchi par le vent circulant dans les rues étroites. Mais le détail le plus incroyable est l'entretien. Comme les foyers à Aïd al-Jazil, ces tours de boue sont vulnérables. Elles doivent être constamment réenduites de boue fraîche pour les protéger de la pluie et du vent. C'est une ville verticale ancienne, construite à partir du sol même sur lequel elle se dresse. Mais si le labyrinthe n'était pas fait de bâtiments, mais des montagnes elles-mêmes? Notre dernier arrêt dans ce chapitre est Yangshuo, Chine. Cette ville est célèbre pour son paysage presque surnaturel. Elle n'est pas juste près des montagnes, elle est piégée par elles. Yangshuo est niché au milieu d'une forêt de tours karstiques de 200 mètres, ce qui représente plus de 650 pieds de haut. Ce sont des doigts de calcaire abrupt qui jaillissent directement du sol plat. La ville et les villages environnants sont construits dans les interstices entre ces massifs sentinelles de pierre. La rivière Li serpente à travers ce labyrinthe géologique. Pendant des siècles, les gens ont vécu ici, cultivant les petites parcelles de terre. Cette région est célèbre pour ses pêcheurs traditionnels de cormorans. Ils utilisent des oiseaux dressés pour attraper du poisson sur la rivière Li, une pratique qui est maintenant principalement une performance pour les touristes. Aujourd'hui, c'est une énorme destination touristique. Vous pouvez prendre un radeau en bambou sur la rivière ou faire du vélo à travers la campagne. Et vous êtes constamment entouré, presque piégé, par ce labyrinthe vertical de calcaire. Nous avons vu des foyers habités. Maintenant, nous visitons les foyers qui ont été laissés derrière. Les endroits les plus impossibles ne sont pas toujours ceux où les gens vivent. Parfois, ce sont les endroits qu'ils ont laissés derrière. Ce sont les villes silencieuses, les villes fantômes et les ruines qui murmurent d'un temps où c'était leur foyer. Pourquoi sont-ils partis? Guerre, désastre ou juste le temps? Nous commençons dans les jungles du Guatemala, à Tikal. C'était autrefois une métropole maya, l'une des villes les plus puissantes du monde antique. Pendant plus de 1000 ans, elle a dominé la région. C'était une ville tentaculaire de pyramides, de palais et de places en calcaire. Les temples, certains hauts de plus de 230 pieds, percent la canopée de la jungle. Ce sont des prouesses d'ingénierie stupéfiantes. Mais ce que personne ne vous dit, c'est le mystère. Autour de l'an 900 après Jésus-Christ, la ville a été abandonnée. Les gens sont simplement partis. La jungle s'est installée, engloutissant les pyramides de pierre dans une marée verte pendant près de 1000 ans. Elle a été redécouverte dans les années 1840 par des récolteurs de gomme locaux, menant à des expéditions formelles. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une fraction de la ville. La plupart est encore enfouie. Pourquoi? La théorie dominante est une combinaison de surpopulation, de guerre et d'une grave sécheresse. Le système s'est effondré. Aujourd'hui, en marchant à travers Tikal, vous entendez les sons des singes hurleurs, pas des gens, résonner sur les anciennes pierres reconquises.
Tikal a été englouti par la jungle. Mais qu'en est-il d'une ville qui est en train d'être engloutie par la terre? Nous nous envolons pour l'Italie à Civita di Bagnoregio, c'est la Città Muor, la ville mourante. C'est une minuscule et magique ville médiévale perchée au sommet d'un fragile pinacle de roches volcaniques. Et elle s'effrite. L'argile molle et le tuf rocheux sur lesquels elle est assise sont en constante érosion. Des glissements de terrain ont emporté des parties de la ville au fil des siècles, la laissant plus petite et plus précaire. Elle est reliée au monde par un seul, long et raide pont piétonnier, construit en 1965. L'ancien chemin d'âne d'origine s'est effondré. Aucune voiture ne peut y entrer. À son point le plus bas, la ville comptait moins de 12 résidents. C'était une ville fantôme. Mais la partie la plus surprenante est sa renaissance. Ces dernières années, les touristes ont afflué pour voir sa beauté en voie de disparition. Cela a apporté une nouvelle vie, avec l'ouverture de petits gîtes et de restaurants. Mais la menace demeure. C'est une course contre la montre, un beau fragment isolé du passé, qui tient bon alors que les falaises s'effritent sous lui. Cette ville s'effrite. Mais qu'en est-il d'une capitale fantôme qui était autrefois aussi grande que Londres? Nous voyageons vers la frontière de la Turquie et de l'Arménie jusqu'à la ville fantôme d'Ani. C'est un endroit vraiment obsédant. Au Xe et XIe siècle, Ani était la capitale d'un vaste royaume arménien. Elle était connue comme la cité de 1001 églises. C'était une métropole fortifiée massive, une rivale de Constantinople et de Bagdad. Sa population a peut-être dépassé 100 000 personnes. Puis, le désastre. Un tremblement de terre dévastateur en 1319 fut le début de la fin. Il a brisé la ville et elle ne s'est jamais rétablie. Les invasions et un changement dans les routes commerciales ont scellé son destin. La ville a commencé à s'effacer. Au XVIIIe siècle, elle était complètement abandonnée. Qu'est-ce qui fait une ville fantôme? Est-ce juste un endroit vide, une collection de bâtiments où personne ne vit? Ou est-ce quelque chose de plus? Est-ce une cicatrice sur le paysage? Une mémoire piégée dans la pierre et la poussière, murmurant le jour où le monde s'est terminé? Parfois, cette fin arrive lentement, au fil des siècles, et parfois, elle arrive dans un seul éclair terrifiant. Aujourd'hui, nous soulevons les couches de silence. Nous voyageons vers les lieux abandonnés les plus étonnants du monde. Des villes figées dans le temps par le désastre, la guerre, la cupidité et la marche imparable de la nature. Ce ne sont pas seulement des ruines vides, ce sont des capsules temporelles, et chacune raconte une histoire. Notre premier arrêt nous emmène dans une vallée venteuse et silencieuse. C'est une vaste prairie vide, parsemée des ruines magnifiques et obsédantes de ses églises et de son mur d'enceinte massif et brisé. Elle est assise dans une vallée silencieuse et balayée par le vent, une capitale fantôme de la grandeur médiévale, c'est Ani. Située dans la Turquie d'aujourd'hui, Ani était autrefois l'une des villes les plus importantes sur Terre. C'était la capitale du royaume arménien Bagratide, une métropole qui rivalisait avec Constantinople et le Caire. Ce n'était pas un petit avant-poste, c'était une ville de plus de 100 000 personnes. Il l'appelait la cité de 1001 églises, et il n'exagérait pas de beaucoup. Ani était au carrefour de la route de la soie. Chaque marchand, chaque caravane, chaque morceau de soie et d'épices voyageant entre l'Asie et l'Europe
passait par ces puissantes. La richesse qui affluait dans la ville était stupéfiante. L'architecture était révolutionnaire. Les églises ici étaient si avancées, avec leurs arcs brisés et leurs piliers en faisceaux, que les historiens croient maintenant que c'est là que l'architecture gothique a pu réellement naître, bien avant qu'elle n'apparaisse en Europe. Alors, que s'est-il passé? Comment une ville aussi puissante, aussi riche, aussi importante, peut-elle simplement disparaître? La fin d'Ani ne fut pas un événement unique, ce fut une mort par 1000 coupures. Vint d'abord l'Empire byzantin, puis les Turcs seldjoukides. En 1319, un tremblement de terre dévastateur a brisé ses murs et renversé ses cathédrales. Le coup final est venu des Mongols, et lorsque les routes commerciales se sont déplacées vers le sud, la sève d'Ani s'est tarie. La ville a commencé à se vider lentement, douloureusement, jusqu'à ce qu'il ne reste que des fantômes. Mais ce que beaucoup de gens négligent est sa localisation aujourd'hui. Ani est assise dans un no man's land, hautement militarisé, juste à la frontière turco-arménienne. La frontière elle-même est une gorge profonde et infranchissable, avec la rivière Akourian au fond. Pendant des décennies, ce fut une partie scellée du rideau de fer soviétique. Pour la visiter, vous avez besoin de permis spéciaux. Vous marchez parmi ces cathédrales silencieuses et imposantes, avec le bruit du vent et la vue de postes de garde militaires sur les falaises d'en face. C'est une ville qui est morte de vieillesse, murmurant d'un empire perdu. Ani est un fantôme de siècles. Mais qu'en est-il d'une ville figée dans une seule journée terrible? C'est Pripyat, Ukraine. Le 25 avril 1986, c'était une ville soviétique jeune, moderne et vibrante. Elle comptait près de 50 000 personnes. C'était une ville modèle, un Zatomgrad, construite spécifiquement pour les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La vie ici était un rêve soviétique. L'âge moyen n'était que de 26. Il y avait de nouveaux immeubles d'appartements, 15 jardins d'enfants, de bonnes écoles, un hôpital, un cinéma et des complexes sportifs. Les salaires étaient élevés. C'était le summum de la fierté technologique soviétique. Puis, aux premières heures du matin du 26 avril 1986, lors d'un test de sécurité de routine, le réacteur numéro 4 est devenu critique. Il a explosé avec la force de 10 tonnes de TNT, soufflant le couvercle de 2000 tonnes du cœur du réacteur. Il a libéré un incendie radioactif qui a projeté un panache d'isotopes mortels à des milliers de pieds dans l'atmosphère, un panache qui empoisonnerait tout le continent. Dans la ville de Pripyat, à seulement 2 miles de distance, les résidents se sont réveillés avec un étrange goût métallique dans l'air. Ils ont vu une belle colonne de fumée aux couleurs de l'arc-en-ciel s'élever de la centrale. Certaines personnes se seraient rassemblées sur un pont ferroviaire pour mieux voir, un endroit qui serait plus tard surnommé le pont de la mort, car elles ont été exposées à des doses létales de radiation. Le gouvernement soviétique, dans un moment fatal de déni, a gardé le désastre secret. Pendant 36 heures, la ville a continué à vivre. Les enfants jouèrent dehors. Un mariage a eu lieu. Mais l'air lui-même était en train de les tuer. Finalement, le 27 avril, une flotte de plus de 1000 bus est entrée dans la ville. L'annonce est venue par les haut-parleurs, c'était une évacuation temporaire. Il a été dit aux résidents de n'emporter que quelques effets personnels, leurs papiers et assez de nourriture pour 3 jours. On leur a assuré qu'ils reviendraient. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, Pripyat est une capsule temporelle. C'est une ville fantôme, figée en 1985.
Des manuels scolaires sont ouverts sur les pupitres. Là où les étudiants les ont laissés. Des poupées sont dispersées dans les berceaux des jardins d'enfants vides. Une gigantesque et emblématique grande roue jaune, qui devait ouvrir pour les célébrations du 1er mai quelques jours seulement après le désastre, se tient silencieuse. Ce que personne ne vous dit n'est pas seulement ce que vous voyez, mais ce que vous ne pouvez pas voir. La forêt de pins juste à côté de la centrale a reçu une dose massive et fatale de radiation. Les arbres sont devenus d'une couleur brun-roux maladive presque du jour au lendemain. Elle est devenue connue sous le nom de forêt rouge avant d'être entièrement rasée au bulldozer et enterrée dans des tranchées bordées de plomb. Au plus profond des ruines du réacteur lui-même, une masse fondue de combustible nucléaire, de béton et de sable a brûlé son chemin à travers le sous-sol du bâtiment. Il l'appelle le pied d'éléphant. Et même aujourd'hui, il est si radioactif que se tenir près de lui pendant seulement quelques minutes serait une condamnation à mort. Le son de Pripyat est ce qui vous hante vraiment. Ce n'est pas seulement silencieux. Il est rempli des sons du vent sifflant à travers les fenêtres brisées et des appels de la faune. Les loups, les cerfs et les sangliers sont revenus, réclamant la ville. La nature est revenue, mais la ville elle-même est un monument étrange et de béton à une ombre nucléaire. Une ville fantôme nucléaire et glaçante. Mais qu'en est-il d'un Machu Picchu où le dernier homme vient de partir? Nous voyageons haut dans les montagnes du Caucase, au Daghestan, Russie, jusqu'à la forteresse de montagne de Gamsukh. C'est le propre Machu Picchu de la Russie. C'est un ancien village avare. Construite il y a des milliers d'années, accrochée au sommet même d'une montagne à plus de 4600 pieds de haut. Le nom Gamsukh signifie « au pied de la forteresse » dans la langue locale, ce qui est ironique car il est construit au sommet. C'était probablement un avant-poste pour une forteresse beaucoup plus grande il y a des âges et des âges. Cet endroit a été construit pour une seule raison, la défense. C'est une forteresse à couper le souffle et inaccessible dans le ciel. Les maisons sont construites à partir de la roche propre de la montagne, de sorte qu'elles semblent se fondre parfaitement dans les falaises abruptes. De loin, vous ne pouvez même pas dire où la montagne se termine et où le village commence. Les chemins sont étroits, raides et dangereux. Pendant des siècles, Gamsukh fut célèbre. Il ne fut jamais conquis. Les envahisseurs regardaient la forteresse impossible et faisaient simplement demi-tour. Mais son temps est passé. La forteresse qui pouvait repousser n'importe quelle armée ne pouvait pas repousser une chose: la modernité. Au XXe siècle, le monde a changé. Les jeunes sont partis pour les villes, ils voulaient avoir des emplois, des écoles, de l'électricité et de l'eau courante, des choses que l'ancien village isolé ne pouvait pas fournir. Les vieux sont décédés. La population a diminué de centaines à 50, à 10. En 2010, le village était presque vide. Mais la partie la plus étonnante est son dernier résident. Pendant des années, un seul homme, Ziad Khan, a vécu ici. Il est né à Gamsutl et a refusé de partir.
Il est devenu le maire de Gamsutl, son dernier gardien. Il vivait sans électricité ni eau courante, gardant des abeilles et écrivant dans ses journaux. Il était la dernière âme vivante d'une ancienne communauté. Ziad Khan est décédé en 2015. Avec sa mort, le cœur de Gamsutl s'est arrêté. Maintenant, le village est totalement vide. C'est un écho montagneux et silencieux, s'effondrant lentement dans la roche d'où il est venu. Ce village a été englouti par la roche. Mais qu'en est-il d'un village englouti par le sable? Dirigeons-nous vers la chaleur torride du désert du Namib, à Kolmanskop, Namibie. En 1908, un ouvrier nommé Zacharias Lewala était en train de pelleter du sable loin d'une voie ferrée lorsqu'il a vu quelque chose scintiller au soleil. Il a trouvé un diamant. Il l'a montré à son patron. Et cette seule petite pierre a déclenché une ruée vers le diamant, si intense qu'elle a construit une ville au milieu de l'un des paysages les plus stériles et hostiles sur Terre. En quelques années seulement, une ville a surgi des dunes du désert. Mais ce n'était pas un camp minier rude et délabré. C'était une ville coloniale allemande, riche et opulente. Les mineurs gagnaient tellement d'argent qu'ils ont construit leur grande maison dans le style allemand. Ils ont construit une salle de bal, un casino, une salle de concert et même un bowling. Cette ville possédait la première machine à rayon X de tout l'hémisphère sud. Elle avait une usine à glace au milieu du désert. Elle avait une piscine et un hôpital. C'était une oasis bizarre et surréaliste d'opulence européenne, alimentée par une fortune en gemmes. Les diamants étaient si abondants, les rapports disent que vous pouviez ramper à quatre pattes la nuit avec une lanterne et juste les ramasser sur le sable. Mais la fête n'a pas duré. Les diamants se sont épuisés. Le problème était que le champ de diamants était trop riche. Il a été épuisé rapidement. Dans les années 1920, la chance des mineurs s'épuisait. Ensuite, un nouveau gisement de diamants, encore plus riche, a été trouvé loin au sud. Presque du jour au lendemain, les habitants de Kolmanskop ont fait leurs valises, abandonné leur magnifique maison et sont partis. En 1956, la ville était complètement vide. Et puis le désert est revenu. Aujourd'hui, Kolmanskop est une ville fantôme magnifique et onirique. Les belles salles de bal coloniales et les grandes maisons sont maintenant remplies jusqu'à la poitrine de vagues de sable doré. Des dunes se déversent par les portes et remplissent les baignoires. Ce que personne ne vous dit, c'est pourquoi elle est si bien préservée. Elle est située dans une sperrgebiet ou zone interdite. C'est toujours une zone de diamants restreinte, ce qui signifie que pendant des décennies, personne n'a été autorisé à y entrer. Il n'y a pas eu de pillards, pas de vandalisme. La ville a été laissée au vent et au sable. Oh, et cette machine à rayon X? Elle n'était pas seulement destinée à un usage médical. Elle était également utilisée pour vérifier que les mineurs n'avalaient pas de diamants pour les faire sortir clandestinement. Kolmanskop est un fantôme parfait. Englouti par le sable, d'une richesse impossible et temporaire. Kolmanskop a été englouti par le sable du désert. Mais qu'en est-il d'une ville qui a été délibérément noyée? Nous allons en Chine, au fond du lac Qiandao. Ici, vous ne trouverez pas de ruines en ruines. Vous trouverez une ville entière, parfaitement préservée, dans une sombre tombe aquatique. C'est Xicheng, ou la cité du lion. Ce n'était pas une ruine antique. C'était une ville vivante et animée,
avec une architecture datant des dynasties Ming et Qing dans les années 1300. C'était un centre régional avec 265 magnifiques arcs de pierre, des temples ornés et des rues pavées de dalles. Des générations de familles y avaient vécu. Puis, en 1959, le gouvernement chinois a eu besoin d'énergie. Ils ont décidé de construire un barrage hydroélectrique et de créer un immense lac artificiel. La cité du Lion était en plein milieu de la plaine inondable. Le gouvernement a donné l'ordre. Plus de 290 000 personnes ont été relogées. On leur a dit de rassembler leurs affaires et de quitter leurs foyers ancestraux pour toujours. Ils n'avaient pas le choix. L'eau a commencé à monter et toute la ville, ainsi que 27 autres villes et plus de 1300 villages, a été lentement submergée. Pendant 50 ans, elle a été oubliée. Une note de bas de page dans l'histoire du progrès de la Chine. Puis, en 2001, des plongeurs l'ont redécouverte. Ce qu'ils ont trouvé était étonnant. La ville ne s'était pas effondrée. Elle n'avait pas pourri. L'eau froide et calme l'avait préservée. C'était l'Atlantide de la Chine. Les plongeurs qui descendent aujourd'hui décrivent un monde silencieux et parfaitement intact. Les poutres et escaliers en bois ornés sont toujours en place. Les portes massives de la ville, avec des sculptures complexes de lions, de dragons et de phénix, sont toujours debout. Vous pouvez nager dans les rues, devant les bâtiments, et voir un instantané de la vie en 1959, tel qu'il a été laissé. C'est une ville entière sacrifiée au progrès, attendant dans l'obscurité. Une ville sacrifiée au progrès est une tragédie moderne. Mais la ville fantôme la plus célèbre de toutes n'a pas été noyée par l'eau. Elle a été ensevelie dans la cendre. Notre dernier arrêt est Pompéi, Italie. En l'an 79 après Jésus-Christ, c'était une ville romaine, animée, vivante et prospère. Les gens faisaient leurs achats sur le forum, mangeaient dans des comptoirs de restauration rapide, appelés Thermopolia, buvaient du vin et vivaient leur vie au pied d'une grande montagne verte. Ils ne savaient même pas que c'était un volcan. Le mot « volcan » n'existait pas. Ils l'appelaient simplement le mont Vésuve. Il y avait eu des avertissements. Un tremblement de terre massif avait gravement endommagé la ville 17 ans plus tôt. Mais les résidents étaient riches et ils ont reconstruit. Ils pensaient juste que le sol était instable. Puis, vers midi, un jour d'automne, le Vésuve est entré en éruption. Il a explosé avec une puissance 100 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique. Il a projeté une colonne de cendres, de gaz et de roches à 20 miles dans le ciel. Pendant des heures, la ville a été ensevelie sous la chute de Ponce. Mais le pire était encore à venir. Aux premières heures du lendemain matin, une vague pyroclastique, un nuage de cendres et de gaz toxiques surchauffés à 100 miles par heure, a dévalé la montagne. Il faisait plus de 500 degrés Fahrenheit. Il a tué tout le monde instantanément. Le Vésuve a enseveli Pompéi et la ville voisine d'Herculanum sous plus de 20 pièces de cendres et de ponces volcaniques. Et puis, elle a été oubliée. Ce que personne ne vous dit, c'est comment elle a été préservée. La cendre n'était pas seulement une couverture, c'était un sceau hermétique. Elle a enseveli la ville. Elle l'a protégée de l'air, de l'humidité et du temps.
Lorsque les archéologues ont commencé à l'excaver des siècles plus tard, ils ont trouvé un instantané parfum de la vie romaine. Ils ont trouvé du pain, toujours dans les fours, carbonisé par la chaleur. Ils ont trouvé des graffitis sur les murs, tout comme les nôtres, y compris des publicités politiques, des messages d'amoureux et de simples insultes. Ils ont trouvé une mosaïque à une porte qui disait « Cave Canem, attention aux chiens ». Et le plus obsédant, ils ont trouvé les gens. Les corps eux-mêmes s'étaient morts décomposés, mais ils ont laissé des vides creux dans la cendre durcie, dans la forme exacte de leurs derniers instants. En versant du plâtre dans ces vides, les archéologues ont créé des moulages obsédants des résidents, une mère protégeant son enfant, un homme recroquevillé sur lui-même, un chien toujours enchaîné, se tordant dans sa dernière agonie. Pompéi n'est pas seulement une ruine, c'est l'instantané archéologique le plus célèbre et le plus tragique d'une catastrophe jamais trouvée. Des villes mortes de vieillesse à celles noyées par le progrès. Des villes gelées par le feu nucléaire à celles englouties par le sable et la cendre. Nous avons vu des foyers sur des falaises, sous la terre et sur le chemin des volcans. Ces lieux prouvent que pour l'humanité, impossible n'est qu'une suggestion. Le foyer n'est pas seulement une question de sécurité ou de confort, c'est une question de défi, de foi, de cupidité et finalement de survie. Et lorsque cette survie échoue, elle laisse un fantôme figé dans le temps avec une histoire à raconter. Quel est l'endroit où vous n'oseriez jamais vivre? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voir d'autres endroits étonnants, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.